C'est déjà le 4e épisode de Présente. Cette semaine, je discute avec Adrien Tinchy. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Cette semaine, mon invité est Adrien Tinchy. Avec lui, pas d'histoire d'Instagram ou d'exposition, on s'est rencontrés à Paris, dans un bar, dans un cadre absolument pas professionnel, mais on a quand même fini par parler de son travail, et je dois dire que dès le début, j'ai été vraiment impressionnée par ses œuvres, alors même qu'on était tout jeuneaux. Moi, je me souviens que je commençais seulement à m'envisager critique d'art, et toi, Adrien, t'étais peut-être en 2e ou 3e année aux Beaux-Arts de Reims, donc je suis trop contente de pouvoir revenir sur tout cela avec toi aujourd'hui, donc on tarde pas plus, c'est parti pour le 4e épisode de Présente. Adrien, comment vas-tu ? Salut Camille, écoute, tout va bien, je suis confiné avec papa, maman et les 2 frères à la campagne, donc ça va. Donc voilà, c'est plutôt paisible quoi. Alors, on le fera pas systématiquement, je pense, parce que l'identité de ce podcast, c'est vraiment d'aller explorer tout ce qui mène à la production d'une œuvre. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on commence ton épisode par une description et une explication d'une de tes pièces. C'est important parce que ça va permettre aux auditeuristes de comprendre la manière dont tu fonctionnes et comment tes pièces viennent à exister. Moi, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'œuvre Tape, par exemple. Alors, Tape, c'est une installation que j'ai réalisée en 2017. C'est un rouleau de scotch transparent et neuf, accroché au plafond au niveau du début de la bande adhésive et qui se déroule naturellement devant une projection de lumière bleue, qui est le bleu no signal d'un vidéoprojecteur standard. Je me sers de ce vidéoprojecteur comme une source lumineuse et non pas comme un support de diffusion d'images, puisque le sujet est le rouleau de scotch en lui-même. C'est une installation qui peut être considérée comme un film, puisqu'elle présente une bande se déroulant devant une source lumineuse et qui donc a une durée et qui est la fin du déroulement de scotch. À la fin, lorsque le scotch est arrivé au sol, il est rembobiné et ainsi il va se redérouler encore et naturellement s'user. Et c'est cette usure que l'on retrouve par exemple sur les bobines de cinéma, mais qui ici va influencer sur la durée, qui sera de plus en plus rapide au fil des rembobinages, plutôt que sur la qualité de ce qui est montré par exemple sur un film, ou l'image projetée à travers la bande qui va se dégrader au fil des projections. Donc là, c'était vraiment une installation sur une question de durée. Et il y a l'œuvre Tape, donc, que j'aime personnellement beaucoup, mais pas que. Il y a une œuvre dont tu n'avais pas trop envie qu'on parle ici, parce qu'elle te semble un peu vieille et que par rapport aux autres, mais je la trouve vraiment intéressante, donc je vais me permettre de simplement la citer. Cette œuvre, c'est une performance durant laquelle tu as regardé pendant 10 heures un brin d'herbe pousser à l'aide d'une réglette et d'une loupe. Donc là, on voit bien que tu viens éprouver le passage du temps finalement et aussi la différence d'impact que celui-ci a sur toi et sur un brin d'herbe. Tu te mets un peu à la hauteur d'eux, j'ai envie de dire. En fait, si je voulais parler de ces 2 œuvres-là, c'est parce que se détachent d'elles beaucoup des questions fondamentales que pose ton travail. Il y a évidemment la question du temps, de la manière dont on l'éprouve. Tu t'amuses vraiment avec les temporalités et surtout tu t'amuses avec leur relativité, selon moi, et sur la manière dont cette relativité impacte nos corps. Il y a aussi la question de la petitesse et du banal, de ces petites choses desquelles on passe à côté. Mais justement, comment tu penses cette mise en lumière et comment tu fais pour que la rencontre entre ton travail et les spectateuristes se fasse malgré cette petitesse? Est-ce que t'as pas peur d'en perdre beaucoup en fait? Dans mon travail, c'est vrai que c'est souvent question d'invisible, d'inframince, de silence, et comme tu l'as évoqué, et encore plus maintenant, d'un banal assez évident qui vient se fondre un peu dans la masse. En fait, des sujets, des événements qui sont là, mais pas vraiment là non plus, parce que trop discrets, trop rares, et parfois trop évidents, tu sais, comme
comme un étordu au milieu d'un visage qu'on remarque au bout de 3 ans, quoi. C'est souvent une mise en lumière sur quelque chose de discret, mais la mise en lumière que j'en fais est généralement tout aussi discrète que le sujet mis en lumière. Et c'est vrai que l'on peut complètement passer à côté de mes œuvres et de mon travail. Je crois maintenant que je l'ai assumé. Et le fait que parfois la connexion entre certains spectateurs et mes œuvres ne se fasse jamais est à l'essence même de ma pratique aujourd'hui. Je vais pas chercher à ce que le spectateur ne découvre pas mon travail, loin de là, parce que ça serait quand même idiot. Très dommage, ouais. Mais je pense que l'on passe à côté de tellement de choses en général, que parfois, lorsqu'on s'attarde sur l'une d'entre elles en particulier, le moment est beaucoup plus intense. Je veux que ça se fasse naturellement, je veux pas forcer le spectateur. Je veux pas qu'il soit prisonnier de cette mise en lumière super discrète, et je pense à l'inverse que justement quand la mise en lumière est trop frontale, on peut aussi bien passer à côté de l'essence même d'une œuvre d'art. En gros, je vais pas forcer l'histoire d'amour, quoi. Ouais. Et après, j'ai quand même une partie plus généreuse, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, ou un peu plus, peut-être un peu plus frontale du coup, où je viens par exemple raconter un récit avec l'œuvre. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. Je pense notamment à Break of Silence, qui est une œuvre qui se trouve la majeure partie du temps dans ma poche ou dans mon sac, donc que j'ai tout le temps avec moi, et qui n'est dévoilée qu'à certaines occasions, donc que ça soit en exposition ou hors exposition. Je l'ai une fois présenté dans un bar, je veux dire, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est mon taf, ben voilà, je sors par exemple la brique et j'explique, et donc, du coup, ce récit que j'en fais vient mettre en lumière l'œuvre d'art qui était alors complètement inexistante jusqu'à présent. Et c'est une genre de générosité un peu timide, comme j'ai l'habitude d'être aussi moi-même. Ouais, c'est joliment dit. Un peu timide, un petit peu généreux aussi, quoi. Verre à moitié vide, à moitié plein. Exactement. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal honnêtement à préparer cette interview parce que j'avais super peur que les auditeuristes ne comprennent pas ton travail. Comme on a tendance à regarder en fait d'un mauvais œil l'art conceptuel, on connaît la bonne vieille rengaine de c'est pas sorcier d'accrocher un bout de scotch au plafond. Et je trouve ça intéressant ce sentiment que j'ai eu, et j'imagine que tu dois le ressentir aussi assez régulièrement. Enfin, je veux pas m'avancer, hein, tu me diras. Mais ce truc-là de se dire, comme l'art contemporain, c'est un truc déjà assez hermétique, qui réussit à toucher assez peu de personnes, est-ce que t'as pas peur d'encore plus en perdre, quoi? Évidemment, comment cette peur est fortement présente dans ma pratique, je vais pas le cacher, notamment auprès de ma famille, hein. C'est quand même les premières personnes à qui je parle de mon travail, généralement au-delà des copains des copains des beaux-arts. Donc oui, c'est super important, hein, et c'est très présent dans ma pratique, et je pense que l'incompréhension est une part forte de l'art conceptuel, car je pense que l'incompréhension est encore énormément attachée à l'esthétique qui se dégage d'une œuvre. Et c'est un équilibre à trouver pour que l'œuvre soit assez intrigante pour aller plus loin et s'y intéresser en détail. Pour moi, le vrai gros risque, qui est encore plus dangereux qu'avec l'art conceptuel, c'est que l'œuvre apporte une réponse à un sujet. L'œuvre doit rester pour moi, je parle vraiment personnellement, un questionnement supplémentaire à chaque fois. Et c'est pour ça que dans le récit oral qui est mis en place avec certaines de mes œuvres, j'avais un peu peur de ça, en fait, de trop en dire. Et je veux pas vraiment expliquer le pourquoi du comment, simplement poser les sujets et le contexte de la question en elle-même. Et c'est tout un challenge pour pas en dire trop avec l'art conceptuel, mais je pense que c'est quand même important d'en dire un petit peu et de pas laisser tout le monde dans le flou. C'est aussi pour ça que les sujets que je tente de mettre en lumière dans mes œuvres ont une énorme part de poésie, parce que je pense que ça tient à ça aussi mon travail. C'est que je suis touché par un banal, en fait, au final très poétique. Et ce qui est bien avec la poésie, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'un cartel non plus. Et c'est exactement pour ça que j'aime ton travail, hein, tu vois, même en très peu de temps, tu le comprends assez rapidement. Enfin, il suffit que tu nous parles un peu d'une œuvre et que tu... Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de commencer le podcast
en te demandant d'écrire une œuvre, parce qu'on se rend d'autant plus compte, en fait, là où ça aurait pu perdre certaines personnes, encore une fois. Mais bon, en parallèle de ce travail-là, il y a aussi la performance que tu fais pas mal. Je dis en parallèle parce que j'ai la sensation que c'est vraiment un truc que tu vois indépendamment de ta pratique. Déjà, tu ne bosses pas seul, tu performes avec Thomas Schmal. Et puis, ce que tu fais n'a a priori rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors ouais, on travaille avec Thomas Schmal depuis maintenant 2 ans et demi. C'est comme tu l'as dit, c'est un duo que l'on voit, nous, comme un troisième artiste au vu de nos pratiques artistiques respectives. Un troisième artiste bien plus dévergondé, en tout cas pour ma part, hein, je parle... mais Thomas, je pense qu'il sera d'accord avec moi s'il m'écoute. Dans le sens où même si on se met aucune barrière hein, dans notre pratique personnelle, on ose beaucoup moins qu'à deux. À deux, là, on s'entraîne vraiment dans notre connerie à chaque fois. Et on est tous les deux originaires de la campagne, donc, et pas d'un milieu qui à la base est un milieu artistique, en tout cas, enfin, je veux dire, le travail de nos parents, par exemple. Rien à voir avec... Et en plus, bien que pas mal éloigné au niveau de la carte de France, hein, puisqu'il vient de Haute-Savoie et moi des Ardennes. Mais voilà, c'est ce qui nous a rapprochés, avec aussi notre attrait pour le son et la musique à la base. Ensuite, la force de ce duo, pour moi, en fait, ce qui est devenu la force, c'est l'humour. On avait très envie de se faire plaisir à faire ce qu'on ferait pas tout seul, en fait, dans le milieu de l'art. Et c'est justement l'envie d'être beaucoup plus absurde, tout en gardant évidemment une grosse base conceptuelle dans notre travail aussi. Lorsqu'on est invité à performer, on pense à certaines idées et ça c'est plutôt cool parce que on pense tout le temps la même chose. En fait, il n'y a jamais trop de désaccords, donc le brainstorming il est pas trop chiant, c'est plutôt bien. Et on écrit aussi en amont notre performance, donc il y a quand même une grosse part de rigueur aussi, avec une énorme part d'imprévu qui est devenue notre grosse force et notre grosse partie de plaisir aussi. Pour donner un exemple, l'année dernière à Reims, pour la biennale Frichorama, on présentait pour la deuxième fois, mais de manière différente, un cycle de performance sur l'une des sculptures de Thomas, qui s'appelle la Coupe de Rien, qui est une sculpture d'environ 70 mètres carrés, si je me trompe pas, d'un terrain de foot. On performe dessus sur une durée totale de 90 minutes à chaque fois que l'œuvre est présentée. En l'occurrence, ce jour-là, c'était assez clair parce qu'on présentait ça en qu'une journée, donc c'était demi-temps de 45 minutes. Et l'une d'entre elles consistait à se percuter dès le coup d'envoi et de simuler pendant 45 minutes devant le public. Sauf qu'en se percutant, je me suis déboîté l'épaule, pour de vrai. Donc du coup, je simulais pas trop. Et... Ça s'appelle cri au loup, hein. Ouais. 45 minutes du coup d'épaule déboîtée, ça aurait pu être le nom de la perf quoi. Et en prime avec une belle radio à l'hôpital à la fin de la performance comme documentation, donc c'est plutôt cool. Ou la fois où lors d'une performance à Doc à Paris pour le festival Les Écritures Bougées, où on a fini complètement torché à la fin d'une performance car celle-ci consistait à la fin de s'enfiler une bouteille entière de Ricard en 2 ou 3 minutes quoi. Voilà, c'est une énorme part d'imprévu qui nous fait plaisir et puis je pense que ça se sent en tout cas peut-être quand je l'explique que voilà c'est... Oui, de toute façon, je pense que même ceux qui n'ont pas... Parce que moi, je te vois par Skype et je vois la banane que tu as sur le visage. Mais je pense qu'elle s'entend aussi, c'est bien. Mais justement, la question de l'humour dans le monde de l'art, c'est un truc qui m'intéresse assez. J'ai souvent pensé que c'était très rare de rire franchement devant une œuvre, quelle qu'elle soit, performance, peinture, etc. Et que dans le spectre des émotions, les artistes allaient rarement chercher ce sentiment. Il y en a, hein, évidemment, bien sûr. Mais je me rends compte que lorsqu'on rit, c'est rarement un rire, enfin c'est souvent un rire de gêne, parfois un rire narquois qui est dû au mépris même. Enfin il y en a d'autres évidemment, mais le vrai rire entre guillemets, celui qui sort parce que vraiment t'es en train de te marrer, je l'ai rarement croisé, je trouve. Moi je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est super triste. C'est un milieu où on rigole pas assez.
La dernière fois, d'ailleurs avec Thomas, on était au bar et on discutait avec deux artistes irlandais et ils nous disaient mais que le monde de l'art est super triste déjà qu'on est déjà tous habillés en noir. Enfin, je trouvais ça très drôle en fait. Ils disaient on est tous habillés en noir, on a l'impression qu'on est en deuil quoi à chaque fois. Et c'est Oh, vrai mais je peux que rien dire moi là-dessus. le fait en plus de pas avoir énormément d'œuvres où vraiment littéralement on se marre, c'est triste. Et je pense qu'il y a un temps pour toute réflexion et émotion, mais le rire du coup reste trop peu présent. Et il y a énormément de gens aussi pour moi, et ça c'est un problème, qui se prennent trop au sérieux, et notamment dans la performance je trouve. Et je sais que nous on a souvent ça, on a trouvé souvent ça très dommage quoi avec Thomas. Et big up à Wood et Harrison hein, pour ça, que Of course. on citera jamais assez. Ouais. Tu m'étonnes. Mais justement, il n'y a pas un truc où t'as pas peur, d'autant plus que t'as quand même t'as ce travail-là et t'as ton travail très conceptuel. T'as pas peur qu'on te prenne pour un gros fumiste ou tu vois qu'on vous prenne pour des petits cons en fait quand on vous voit faire. Ouais, je mets les pieds dedans. Ouais, Hein. J'hésite pas. Hein. T'as pas peur de ça? non, parce que bon, en fait, c'est aussi un truc qu'on a remarqué, c'est que moi, en tout cas pour ma part, Thomas maintenant est sorti de l'école, il expose aussi son travail personnel, mais c'est vrai que quand on était encore étudiant, les premières choses qu'on a montrées en dehors, notamment à Paris, c'était nos performances. Et on a souvent été perçus comme des petits clowns. Et moi, personnellement, ça me dérange pas. Le tout, c'est voilà, c'est que nous, on a essayé de bien détacher la chose dès le début, en se disant ouais c'est un troisième artiste, on l'inclut pas vraiment dans notre travail personnel, ou alors par exemple comme Thomas, c'est comme une invitation quand il a ses œuvres qui sont des décors ou qui peuvent amener à la performance, c'est une invitation de notre duo, c'est jamais Thomas il fait l'œuvre et on performe dessus. Enfin, c'est détaché, en fait c'est assez détaché et on essaye de l'expliquer aussi dans notre travail à chaque fois qu'on parle de notre boulot. J'ai pas trop peur de ça. Si on me prend pour un clown, bah c'est tant mieux quoi. Je veux dire moi c'est cool si je peux faire rire des gens. En tout cas voilà c'est si on sent que je me fais plaisir, que ça soit dans l'un ou dans l'autre, parce que c'est le cas, c'est le principal. Après évidemment j'aimerais bien pouvoir aussi parler de mon travail perso d'autant plus, Bien sûr, les voilà, deux autant sont que cette complémentaires, pratique là, quoi. mais les deux pour moi ont vraiment besoin d'exister pour que ma pratique et notre pratique aussi, je pense que Thomas c'est pareil, qu'elle existe pleinement quoi en fait du coup. Et tu disais que tu étais encore à l'école, tu finis tes études cette année. À la rentrée va donc s'offrir à toi une nouvelle vie, celle d'un jeune artiste qui n'a plus de cours à suivre, mais pas seulement celle d'un directeur de centre d'art. Tu ouvres avec plusieurs amis un lieu à Reims. Ce sera l'un des rares lieux d'exposition à Reims avec le FRAC. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette idée vous est venue, un peu qu'est-ce que c'est que Alors cette ouais, histoire? bah, du coup, ouais, cet été, si le confinement le permet, hein, on croise fort les doigts. Déjà, on devait ouvrir courant mai, mais là, c'est mort. Donc, on ouvre avec Wassila Arras, Victoria David et Thomas Schmal. Donc, tous les trois artistes, anciens étudiants de l'ESAT de Reims. Un atelier d'artistes qui s'appelle The Left Place, ainsi qu'un espace d'exposition qui, lui, s'appelle The Right Space, en plein cœur, en plein centre en fait de Reims. Je le rappelle aussi pour les gens de Paris qui écouteront ce podcast, Reims c'est à 45 minutes en train de Paris. C'est pas trop loin et on, on espère. Mais bien Voilà. sûr. Nous enfin moi pas personnellement, mais surtout Wassila, Victoria et Thomas, ça faisait un bout de temps qui cherchait un atelier maintenant, et on avait aussi l'envie commune de créer un lieu qui soit aussi bien du coup un lieu de vie, un lieu d'atelier, qu'un lieu vraiment dédié à l'art contemporain aussi. D'abord, du coup justement parce qu'il y avait cette nécessité première de trouver un atelier,
et puis l'envie de créer une plateforme d'échange et de passage pour la jeune création artistique française et internationale, on l'espère. L'idée vraiment de créer un carrefour à Reims aussi, histoire de faire matcher un peu toutes les rencontres qu'on a fait nous, et puis d'autres personnes aussi qu'on invitera par la suite dans cet espace qui fait 250 mètres carrés environ, et qui, on l'espère, du coup permettra de compléter un peu plus la diffusion de l'art contemporain en province, dans la région, et on profite du coup de ce moment plein d'initiatives, parce qu'il faut le dire, en ce moment à Reims ça bouge et ça fait super plaisir, justement toutes ces initiatives qui apparaissent en ce moment, et je pense particulièrement au local, à Maison de Louis Jardin et à l'association Toc Toc que j'embrasse. Il faut les citer, il faut les faire exister, quoi. Et on mettra les liens aussi, s'ils ont des liens, des Insta, etc., dans la description. Comme ça, on n'aura plus d'excuses, les Parisiens et les autres, pour aller à Reims. La dernière question du podcast que je pose à toutes et tous mes invités, elle est un peu moins évidente te concernant, parce que tu vas seulement sortir de l'école à la fin de l'année. Mais du coup, j'imagine que c'est quand même une question que tu te poses régulièrement. Cette question, c'est comment réussir à vivre de son travail d'artiste. Eh oui. C'est vrai que pour moi, c'est un peu la question piège pour l'instant. C'est clair que je gagne pas d'argent avec mon travail, et qui plus est, j'ai quand même une pratique d'installation assez forte, qui plus est très minimale, donc c'est encore très flou pour moi, je t'avoue. Même si la question commence à devenir très concrète et va la devenir assez rapidement. Pour l'instant, j'ai pas de plan d'argent. On va ouvrir ce lieu, donc ça peut ouvrir à un potentiel gain d'argent à l'avenir, ou au moins en tout cas se défrayer de certains loyers. Mais ce qui est génial du coup, c'est que je prends connaissance à chaque fois dans tes podcasts des manières différentes d'en vivre, et ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas de recette toute faite. Et ça, c'est un truc que je me rends compte là à la fin des études, c'est la multiplicité de parcours possibles, et ça c'est quelque chose qui me rassure. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas de recette, hein. On est d'accord là-dessus. Mais justement, comment vous allez je continue un tout petit peu quand même sur ce lieu, parce que c'est quand même hyper intriguant. Comment vous allez ce sera pas une galerie en tant que telle. Ce sera vraiment un lieu, enfin comment. Alors en fait, l'espace, il est vraiment divisé en deux. Ouais. Ça se trouve à un étage, et c'est donc d'une partie, donc à gauche du palier, notamment du coup le nom The Left Place et Right Space, du coup ils font écho. C'est que sur le palier, à gauche, il y aura cet espace d'atelier qui fait 200 mètres carrés, avec 5 ateliers privés à l'intérieur, enfin 5 espaces privés, une cuisine, un grand espace commun, qui, on l'espère, on va essayer de le faire vivre en ouvrant une bibliothèque participative. On va aussi montrer on l'espère, des éditions de jeunes éditeurs, notamment les copains de First Lade, qui sont une maison d'édition et collectif d'artistes maintenant basée à Paris, formés de certains anciens étudiants de Reims, et on fera aussi des ateliers à l'intérieur. Pareil, encore une fois, on l'espère, parce que voilà, on n'a pas encore démarré, mais voilà, c'est en tout cas les idées qu'on a. Et sur le palier à droite, il y a un espace de 50 mètres carrés, donc là qui s'appelle The Right Space, et qui sera un espace d'exposition vraiment, donc ouvert du coup à plusieurs expositions durant l'année, à des cycles d'exposition, des cycles curatoriaux aussi. Et on l'espère aussi ouvrir à terme une galerie à l'intérieur, donc où on puisse promouvoir aussi des artistes et peut-être vendre leurs travaux. Ouais, donc quand même, c'est assez fou, d'autant plus aujourd'hui où la question des galeries, c'est une question qui revient assez régulièrement. Et c'est assez fou de voir des jeunes artistes qui viennent de sortir d'école, ou qui sont sortis il y a quelques années,
qui endosse un peu les deux rôles, à la fois celui d'artiste et aussi de galeriste en quelque sorte, si c'est vraiment le terme qu'il faut donner à ce que vous allez faire. Ouais, c'est vrai que du coup, ce mouvement un peu qu'on voit maintenant de Project Space ou d'Artist Run Space, comme on appelle, c'est vrai que c'est de plus en plus présent dans le monde de l'art ces dernières années, et je sens que voilà, ça va, je pense, faire bouger, en tout cas, c'est un petit peu, je l'espère, une économie, ouvrir une possibilité, en tout cas, d'économie qui, je l'espère, sera pas une économie non plus parallèle, que ça soit pas la bagarre entre les galeristes et les artistes run space, loin de là, parce que je pense que c'est pas le but de... Non, il y a des synergies qui peuvent totalement se mettre en place. Mais voilà, je pense que c'est aussi le besoin de montrer un travail, de diffuser. On est un monde maintenant hyper connecté, et c'est vrai que le run space ou le project space, ça aide à connecter encore plus, quoi. Déjà, dans une ville, par exemple, de province, ou même dans une ville comme celle de Paris, c'est des lieux qui vont amener les personnes du quartier, je vais dire, ou du coin, plus les jeunes artistes, souvent, et puis ensuite, à terme, voilà, un peu plus de monde, et nous, c'est ce qu'on espère aussi à Reims, même si on est en province, on espère pouvoir arriver à pouvoir montrer un maximum de choses à un maximum de gens. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Et c'était le 4e épisode de Présente. Merci d'avoir accepté mon invitation, Adrien. Et puis 3 fois merde pour ton diplôme et pour le lieu. Je mettrai... faut pas répondre. Hein. Et sinon ça annule le pouvoir magique du 3 fois merde. Et je vous mettrai aussi tous les liens, évidemment, à chaque fois, donc ceux des artistes dont on a parlé, et puis du lieu. Enfin, je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur toutes les autres plateformes du moment où ce fameux lieu ouvrira. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie également David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je suis impatiente d'enregistrer le prochain épisode de Présente parce que je recevrai Sabrina Belloir, dont j'adore le travail également. On discutera essentiellement d'intersectionnalité et de care, je pense, mais on verra. En tout cas, j'ai hâte, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.